Après le Mexique, le Canada et la Chine, Donald Trump menace l'Europe d'offensives tarifaires, une éventualité à laquelle l'Union européenne prépare une réponse commune. La question de l'indépendance du Groenland a été relancée par les menaces répétées du président américain Donald Trump d'annexer la plus grande île du monde. 236 jours de négociations plus tard, la Belgique dispose d'un gouvernement avec à sa tête l'indépendantiste flamand Bart De Wever. Dans le viseur de Donald Trump parce qu'elle dégage un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, l'Europe risque d'être bousculée dans les mois à venir par les attaques du président américain contre des secteurs clés, comme la tech ou l'automobile. Ce lundi, les dirigeants européens se sont donc retrouvés à Bruxelles pour se préparer à cette éventualité. Klar ist, als starker Wirtschaftsraum können wir selber unsere Dinge gestalten und können auch auf mit Zollpolitiken reagieren. Das müssen und werden wir dann auch tun. Aber es sollte die Perspektive und das Ziel sein, dass wir so vorgehen, dass es auf Kooperation hinausläuft. Das zu bereden wird ein wichtiger Punkt sein. La plupart des dirigeants européens préviennent des conséquences de la hausse des droits de douane. I think that we have to do everything to avoid this totally unnecessary and stupid tariff wars or trade wars. But at the same time, I think we cannot lose, of course, common sense. We cannot lose the awareness of our interest, but at the same time, we cannot lose our European self-respect and self-confidence. Alors que Donald Trump fait avancer son programme de politique étrangère et que la guerre en Ukraine entre bientôt dans sa 4e année, l'Europe cherche à devenir plus indépendante économiquement. Mais elle devra également augmenter ses dépenses de défense. Selon la Commission européenne, les 27 pays membres doivent investir 500 milliards d'euros dans la défense au cours de la prochaine décennie. Après avoir pris des mesures économiques contre le Canada, le Mexique et la Chine, le président américain a dans son viseur l'Union européenne avec laquelle il se montre de plus en plus menaçant. Le Royaume-Uni est également ciblé. But I'm sure that one, I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity. Donald Trump a fait savoir que les produits européens seront très bientôt à leur tour visés par des droits de douane. Toutefois, il s'est montré plus conciliant à l'égard du Royaume-Uni et de son Premier ministre Keir Starmer. Well, Prime Minister Starmer has been very nice. We've had a couple of meetings. We've had numerous phone calls. We're getting along very well. And we'll see whether or not we can balance out our budget. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. Les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pourraient pâtir des nouvelles velléités du président américain. Réunis en sommet extraordinaire autour de la défense européenne, les 27 reçoivent lundi Keir Starmer. Londres veut réinitialiser sa relation avec les membres de l'UE. Les menaces répétées de Donald Trump de s'emparer du Groenland ont mis en lumière les relations difficiles qui existent depuis longtemps entre cette île et le Danemark, et ont ravivé les demandes d'indépendance. Elles ont également révélé la vulnérabilité du territoire en tant qu'État danois semi-autonome, doté de minéraux essentiels, d'une industrie de la pêche très lucrative et d'une position stratégique dans l'Arctique. Malena Abelsen est présidente de la plus grande entreprise du Groenland, Royal Greenland. Cette société publique de pêche représente plus de 95% des exportations de l'île. Pour elle, la situation est claire, le Groenland n'est pas à vendre. I think the Greenlanders are also very worried. The news poll just came out that also said that no one really wants to be bought by the US. I mean, the whole abrupt way of coming forward and saying that I want to buy Greenland, it's like we're not for sale, we're not playing Monopoly here in this world. Actually, we are a people living in here, living in Greenland. So I think the whole way of talking about that is just not the way we would like to talk with an allied partner. Selon le récent sondage, 85% des Groenlandais sont opposés à un rattachement aux États-Unis. Le Premier ministre du territoire affirme que les habitants de la plus grande île du monde veulent avant tout retrouver leur indépendance, et il a laissé entendre que cette question pourrait faire l'objet d'un référendum en avril, parallèlement aux prochaines élections locales. Face aux menaces de Donald Trump, l'UE a par ailleurs assuré le Groenland de son soutien, au nom de l'intangibilité des frontières et de la clause de défense mutuelle.
I do understand the desire to have more autonomy, but I also want to make clear that, I mean, even Denmark, even France, even Germany, no country nowadays can really talk about, you know, we can do everything on our own. We need to stick together. I wouldn't say that Denmark has been letting Greenland down, but probably we have not paid enough attention, and at least I do recognize the fact that, you know, being more eye to eye in the way that we talk together. I do think there's something there to be worked on. Both the government here in Greenland and the EU are treading carefully when it comes to Trump's demands. They realise that America's overtures to resource-rich Greenland is spurring on the independence movement. Moreover, they're deeply concerned that an ally is threatening to take over territory. Shona Murray, Euronews, Nuuk, Greenland. 236 jours de négociations pour former un gouvernement. La Belgique dispose depuis lundi d'un exécutif fédéral de plein exercice. Cette coalition compte à sa tête un Premier ministre indépendantiste flamand. Bart De Wever s'appuiera pour gouverner sur son parti, la N-VA, mais aussi sur les socialistes flamands, les libéraux francophones et les démocrates chrétiens des deux communautés linguistiques. Ce gouvernement sonne comme une rupture politique. C'est clair que dans l'affirmation, à la fois dans la communication politique, dans l'affirmation de l'accord de gouvernement, il y a une volonté de rupture, c'est-à-dire certainement une volonté, une dynamique de dérégulation, essayer de casser la régulation publique en matière économique et sociale, en matière environnementale. Et il y a cette volonté, je dirais, d'affaiblir la fédération au profit des entités fédérées. De façon paradoxale, Bart De Wever a bâti sa carrière politique contre le pouvoir fédéral belge, dont il a désormais la charge. Le leader flamand est à la tête d'une coalition qui penche fortement à droite, un virage qui se reflète dans l'accord de gouvernement. Les axes premiers du programme, je dirais, c'est deux choses. C'est d'une part mener une politique socio-économique de droite et d'autre part envoyer un message sur l'immigration, c'est-à-dire à peu près la teneur de beaucoup de gouvernements en Europe aujourd'hui, refermer le fait migratoire, refermer le fait de demande d'asile. Le discours de Bart De Wever devrait trouver un écho auprès d'une majorité de ses homologues européens que le Premier ministre belge a rencontré quelques heures après sa prestation de serment. Des drones ukrainiens à longue portée ont frappé deux importants sites de raffinage en Russie. Le premier, situé à Volgograd, est l'une des plus grandes raffineries de pétrole du pays et le second est une large structure de traitement de gaz à Astrakhan, a déclaré Kiev ce lundi. Selon le chef de cette région située dans le sud-ouest du pays, l'attaque a déclenché des incendies importants et perturbé le trafic aérien entre la Volga et les montagnes du Caucase. Selon Kiev, ces deux sites produisent de grandes quantités de carburant à destination de l'armée russe. Cette dernière a tenté de minimiser les attaques, se contentant d'annoncer la destruction de 70 drones ukrainiens, dont 25 au-dessus de la région de Volgograd et 27 au-dessus de la région de Rostov. Enfin, des frappes russes ont tué une personne dans la ville de Kherson, dans le sud du pays, et en ont blessé 14 au cours de la journée écoulée, selon les responsables ukrainiens. L'armée de Kherson a également indiqué que la Russie avait attaqué un bus de passagers à l'aide de drones, blessant 5 personnes. Nous sommes avec l'une des unités d'artillerie postées sur la ligne de front proche de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. C'est là que se déroule l'une des batailles les plus cruciales de l'incessante guerre d'usure. Quelques minutes seulement après notre arrivée, l'équipe reçoit un ordre de tir. Les troupes russes ne sont qu'à une dizaine de kilomètres de là et se rapprochent de la ville voisine de Pokrovsk, la dernière grande ville de la zone se trouvant sur la trajectoire du centre de l'Ukraine.
Les ordres de tir sont très fréquents. C'est le 4e d'affilée en l'espace de quelques minutes. Nous sommes de retour à la base et l'unité se détend comme si de rien n'était. Mais ces hommes savent qu'ils sont plus exposés que jamais. Вони постійно роблять спроби прорвати фронт. Буває менше, буває більше, але це якби їхні наміри постійні. Активні тут бойові дії зараз ідуть. Ну, мабуть, найбільше питання – це тільки снаряди. Цілі їх би то багато, а тут питання в снарядах. Certains pays suggèrent que l'Ukraine cède une partie du territoire pour que la guerre cesse. Я не підтримую поступки територіями. Це вже проходили двічі, і це просто відкласти надалі можливість, щоб росіяни далі пішли з новою силою. La bataille pour Pokrovsk sera décisive dans cette guerre. Les craintes ici sont que si les troupes russes capturent ou même contournent Pokrovsk, elles puissent progresser vers l'intérieur du pays et forcer le retrait des troupes ukrainiennes. Le seul moyen de désamorcer cela, selon les commandants ukrainiens, est de provoquer le plus de pertes possibles chez les Russes. Valérie Goria sur le front de Pokrovsk pour Euronews.